Eh bien, bonjour tout le monde, bienvenue à cette activité organisée par le Cégep André Laurando. Il est à midi. Merci beaucoup d'avoir pris le temps dans vos journées bien occupées de vous joindre à nous là, pour parler chaîne logistique et innovation au jour d'aujourd'hui. Alors, je me présente, je m'appelle Frédéric Viossa, je suis conseiller en formation à la direction de la formation continue et aux entreprises au Cégep André Laurando, puis j'aurai le plaisir aujourd'hui donc d'animer la session à laquelle vous allez participer. Donc on est ensemble pour 90 minutes. Et puis aujourd'hui, on va vous parler donc de chaîne logistique, d'innovation. Alors, sans plus attendre, donc je vous présente nos invités aujourd'hui. Donc, tout d'abord, Monsieur Jérôme Thirion, principal chez Avemo Consulting. Donc, Jérôme est un de nos deux spécialistes qui vont présenter dans le cadre de l'événement aujourd'hui et aussi dans le cadre de la certification collégiale qu'on va vous présenter plus tard. Monsieur Edouard Co, le cofondateur de Meli AI Solutions, donc une entreprise active dans le domaine des solutions qui utilisent l'intelligence artificielle, en particulier dans le domaine de la logistique. Et Monsieur Eric Valiquette, le président directeur général de Blockchain Supply Chain Association of Canada, qui est donc aujourd'hui avec nous et qui est donc là pour l'invitation donc de nos deux spécialistes, Jérôme et Edouard. Alors, sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. La première question est pour Jérôme. Alors, Jérôme, selon votre expérience en gestion de projet dans le domaine de la chaîne d'approvisionnement, quels sont les principaux défis qui sont liés à l'accès aux données auxquels les entreprises font face dans la numérisation de leur processus? Oui, merci Frédéric. Et j'en profite pour dire bonjour à tous ceux qui nous rejoignent aujourd'hui. Merci de prendre le temps. Alors effectivement, Frédéric, en matière de gestion de projet et d'implantation de systèmes dans le cadre de la chaîne d'approvisionnement, on voit un enjeu récurrent avec les données, effectivement. Et l'accès aux données est vraiment généralement un enjeu malheureusement central. Et il y a plusieurs raisons pour ça. En fait, bon, il y a la définition de la portée du projet de numérisation qui doit être bien clarifiée au départ, effectivement. Je veux dire que les systèmes de gestion qui sont en place ne sont pas toujours intégrés, loin de là. Et puis, les données peuvent être éparpillées dans différentes bases de données, Excel, voire même dans les courriels. Alors, l'accès aux données est vraiment un enjeu majeur. À ça, j'ajouterais qu'il peut y avoir des données externes, bien entendu, parce qu'on parle de chaîne d'approvisionnement, donc on parle de faire appel à des 3PL, dans des third party logistics ou autres spécialistes qui gèrent une partie en fait du processus de l'organisation et donc ça veut dire que ben, on n'a pas nécessairement accès à ces données-là non plus. Alors il faut vraiment prendre en considération ces éléments-là au niveau de l'accès aux données. La qualité des données est un autre sujet et s'assurer qu'on donne suffisamment de temps avant de se lancer dans le projet pour bien sizer, comme on dirait en français, je m'excuse de l'anglicisme, le temps nécessaire finalement pour parvenir à un set de données qui va être utilisable. Et puis j'ajouterais là-dessus, en préparation de projets comme cela, il est vraiment très très important de penser à comment notre modèle d'opération va fonctionner dans le futur. On n'est pas en train de tout faire avant de commencer le projet, mais c'est important d'y penser parce que ça peut changer effectivement des accès qu'on a avec des fournisseurs externes, ça peut changer certains rôles et responsabilités et certainement des contrôles également. Alors, ce sont des qu'il faut penser et préparer un petit peu avant de se lancer dans le projet lui-même. Et évidemment, ça va évoluer quand les premières étapes de définition de projet vont commencer. Voilà, Frédéric, j'espère que je n'étais pas trop long. Bah, écoute, merci pour ces éclaircissements. Effectivement, comme on dit toujours, le succès est garant d'une bonne préparation. Puis, tu as souligné un élément très important dans cette préparation. Édouard, je me tourne vers toi. En tenant compte des points que vient de soulever Jérôme,
comment votre approche de l'intelligence artificielle et le traitement intelligent des documents, en l'occurrence, peut-elle aider à surmonter ces défis dans les données? Et puis, quelle méthodologie vous recommanderiez? Ben, merci beaucoup d'être là avec nous aujourd'hui. Bonjour tout le monde, mon nom est Edward. Je suis super content d'être ici pour parler de notre cours qu'on va donner sur l'IA au service de la chaîne logistique. Bien sûr, l'IA, c'est le mot du jour, le mot de l'année, je pense. Depuis que ChatGPT a explosé en décembre 2022, je pense que l'intérêt des gens d'utiliser un outil plus avancé comme l'intelligence artificielle peut bénéficier beaucoup des entreprises. Beaucoup d'entreprises qui ont beaucoup de données actuellement veulent utiliser ces données pour performer, avoir des prédictions pour leurs unités d'affaires, pour prendre les meilleures décisions ou aussi pour aider des opérations. Chez nous, ma compagnie, Melier, on fait le traitement de documents intelligents, mais même avant qu'on parle de ça, on regarde souvent avec les entreprises à explorer les opportunités dans l'innovation, dans les besoins d'entreprise. On dit souvent que l'intelligence artificielle est un outil, est une technologie. C'est vrai, parce que c'est pas toute l'intelligence artificielle peut servir à tous les problèmes qui existent dans les entreprises. Donc, la méthodologie que nous, on suggère, c'est toujours regarder ce qu'on appelle les pain points, les points de douleur dans les entreprises pour identifier les besoins, identifier les choses qu'on a besoin d'être ou trouver les places que la productivité qu'on peut améliorer avant de penser à un projet de l'intelligence artificielle. Et j'espère aussi de vous donner un avant-goût du cours qu'on veut vous présenter. On va parler des méthodologies comme comment évaluer l'entreprise, la maturité de la technologie, la maturité des données, la qualité des données et tout ça, et aussi comment choisir son projet innovation technologique pour faire les améliorations, parce que chaque entreprise a des besoins différents, puis sont dans des contextes très différents. Puis il y a une méthodologie qu'on va vous montrer, une espèce de canvas model, qu'on va faire des exercices ensemble avec le groupe pour identifier les choses. Et c'est là qu'on veut que vous partez, les étudiants de ce cours-là, vous partez avec cet outil-là, puis vous le personnalisez pour votre entreprise, pour vos départements, pour ajouter la valeur à votre organisation. D'accord, d'accord. Ben, Édouard, tu nous parles de contexte, effectivement, qui peut être propre à chaque entreprise. Par contre, s'il y a une chose, je pense, sur laquelle toutes les organisations s'entendent au jour d'aujourd'hui, c'est cette fameuse pénurie de main-d'œuvre, cette fameuse situation qui fait que les entreprises sont à la recherche de solutions. Puis, par rapport à ça, est-ce que vous pourriez développer sur les tendances que vous observez dans l'industrie qui peuvent pousser à l'adoption justement de l'intelligence artificielle dans cette recherche de solutions? Absolument. Donc, la pénurie de main-d'œuvre, c'est pas nouveau, mais ça s'est vraiment accéléré depuis le temps de COVID, qui est très derrière nous à ce moment-ci. Beaucoup de monde a changé de profession. Je dirais, les gens qui faisaient un travail à bas value, donc, exemple, dans notre domaine chez nous, ce serait du monde qui fait l'entrée de données manuelles dans les systèmes à travers un document. Vous allez être tous d'accord avec moi que c'est pas un travail intéressant de plus en plus avec des nouvelles générations qui rentrent, qui sont nées avec un iPad, qui ne voudraient pas faire ce type de travail. Donc, les entreprises n'ont pas le choix avec les tâches à bas value ou des tâches qui sont extrêmement redondantes et répétitives, d'avoir la difficulté de trouver la main-d'œuvre. Donc, ils se tournent vers différents types de solutions, l'IA étant un des outils qui est là. Mais d'abord, si on parle avant l'IA, pour parler un peu d'historique, il y avait beaucoup d'automation qui a été faite, des automations robotiques. Donc, si une tâche est très répétitive et très quantifiée et très qualifiée sur si un événement arrive, ensuite on fait ci et après ça on fait ça avec une évaluation, avec une branche A ou B. Ce genre de choses-là, on parle que de l'automation. Puis ça, c'est déjà un premier pas vers la productivité sans l'intervention manuelle. L'IA, qu'est-ce qui est accéléré, puis on va parler de la tendance. Je pense qu'il y avait deux choses. Avant le ChatGPT, on parle beaucoup d'apprentissage automatique. Ce qui veut dire, je vais vous donner un exemple, si vous cherchez quelque chose sur Google, et vous tapez le premier mot et le deuxième mot. Le troisième, quatrième, cinquième mot est toujours recommandé selon toutes les recherches des gens dans le monde entier, parce que la plupart du temps, quand on recherche une chose, voici la recommandation des autres. Et la plupart du temps, Google a raison, parce que c'est quand on cherche quelque chose, on n'est pas les seuls à chercher ce même sujet-là. La
l'apprentissage automatique accélère les choses. Donc, on n'a pas besoin de taper le reste du message. On veut trouver qu'est-ce qu'on trouve. On accélère certaines choses. Après le ChatGPT, si on regarde la technologie derrière qui s'appelle l'intelligence artificielle générative, le Generative AI, qu'est-ce qu'il fait? C'est que le titre dit tout. C'est générer quelque chose. Générer du texte, générer des images, générer du son. Tout ça, ce qui fait en sorte que maintenant, l'outil est encore plus personnalisé et plus aussi personnel en termes de ton, comment on interagit avec les humains, etc. Et maintenant, oui, la tendance de pénurie main-d'œuvre, on dit souvent, la machine va rester un robot puis il y a toujours besoin d'un humain là-dessus, mais la barrière a été franchie un pas plus proche vers l'automation complète avec l'IA générative parce que maintenant, un robot peut quasiment parler comme un humain. Il faut bien l'entraîner, puis on va parler beaucoup de problèmes d'éthique et de confidentialité des données dans notre cours. Puis comment on parle, comment on met le framework de tout ça. Je ne vais pas rentrer dans le détail aujourd'hui, mais j'espère que ce sujet-là peut exciter les gens à venir assister à notre cours. Effectivement, c'est tous des points très intéressants. Puis, je me tourne maintenant vers Eric. On a mentionné donc plusieurs points dans les interventions de Jérôme et de Stéphane. Puis, avec votre perspective, comment est-ce que vous voyez que la technologie blockchain pourrait compléter l'intelligence artificielle? Vous pouvez peut-être commencer par rappeler en quelques mots c'est quoi le blockchain, juste au cas où tout le monde ne soit pas encore familier avec ça. Mais donc, c'est ça l'idée, comment est-ce que cette technologie pourrait venir compléter celle de l'intelligence artificielle pour répondre à ces défis, en particulier celui de la main-d'œuvre qu'on a souligné, et notamment aussi, si on fait référence au point de Jérôme tout à l'heure, dans le partage des données, qui est cette étape préparatoire très importante dans les projets d'innovation. Absolument. Alors, bonjour. Merci à vous pour l'invitation de parler aujourd'hui. Éric Véliquette, président du Blockchain Supply Chain Association. Je pense qu'Edouard l'a mentionné le mieux. Y a-t-il quelque chose de plus plate que faire de l'entrée de données? J'ai grandi avec beaucoup d'entrées de données dans ma carrière de plus de 30 ans en logistique. On en fait encore beaucoup. Puis quand on pense à une chaîne logistique, il y a beaucoup d'intervenants. Manufacturiers, d'un manufacturier, des transporteurs. Juste à l'intérieur du transport, on peut avoir un terminal, un camionneur, une ligne maritime à l'origine, à destination. Alors, nos chaînes logistiques sont quand même très compliquées, sont complexes, mais sont encore très linéaires. Ce que le blockchain peut apporter en bonus de l'IA et de la main-d'œuvre, puis je vais vous expliquer un petit peu c'est quoi la blockchain, c'est de justement éliminer la redondance de l'entrée de données entre plusieurs parties. Alors, le blockchain, c'est un registre électronique. Si on pense à un registre, on pense souvent à nos, excusez mon franglais, mais au statement, hein, faut-tu le trouver? Au relevé de compte. Au relevé bancaire à la fin du mois, merci beaucoup. C'est une liste de transactions. Mais la banque, c'est une donnée centrale, si on veut. C'est elle qui contrôle la base de données de toutes ces transactions-là. Dans un monde blockchain, on est tous propriétaires de nos données et on peut tous partager en temps réel nos données dans une chaîne logistique. Et ça devient très puissant. Au lieu de requérir l'information qui est commune à travers tous nos processus. Encore une fois, si je regarde un manufacturier qui donne une expédition à un transporteur, qui va l'amener au port, qui va le donner à la compagnie maritime, qui va arriver à destination, qui va le donner à la douane, qui va le donner à un autre transporteur, à un entrepôt, peut-être éventuellement à l'utilisateur final. Si je regarde un bill of lading ou une facture commerciale, combien de fois qu'on recrée la même information dans tous nos petits systèmes informatiques séparés. C'est là où le blockchain peut être très efficace et du côté main-d'œuvre, parce qu'encore une fois, c'est plate l'entrée de données, la sécurité de l'information, la confiance envers l'information, le blockchain peut être très, très puissant. Encore une fois, si on ne recrée pas, si l'humain n'est pas inclus dans un processus qui peut être plein d'erreurs,
la donnée devient beaucoup plus puissante et beaucoup plus réelle, beaucoup plus juste aussi, sans erreur. Puis ça, ben, avec l'IA, on vient chercher better information, hein, l'information de plus de qualité qui nous aide à prendre des meilleures décisions d'affaires. Excellent, excellent. Donc, pour aller un peu plus loin par rapport à ça, donc, on a parlé d'améliorer et de faciliter le partage. Puis, comment est-ce que ça peut, le partage des données, bien entendu, comment est-ce que ça peut faciliter donc le succès d'un projet d'implantation d'intelligence artificielle dans un contexte de chaîne d'approvisionnement, justement? Est-ce que c'est pour Eric ou est-ce que c'est pour... Oui, oui, excusez-moi, pardon, c'est tout à fait pour Eric, là, puisque je rebondis sur le point donc de la blockchain. Mais donc là, comment est-ce que dans ce cas-là, ce serait quoi sa contribution au succès d'un projet d'implantation d'IA dans un contexte de chaîne d'approvisionnement? Quand on fait un projet comme ça, il faut se regarder, hein? Il faut comprendre nos processus d'affaires, il faut comprendre la donnée qu'on génère, la donnée qu'on partage. Je retourne au bill of lading ou la facture commerciale. Qui appartient l'information? Si je la partage avec quelqu'un, comment puissante cette information-là peut être aux autres parties prenantes? C'est important de se comprendre. Alors, pour programmer nos contrats intelligents, qui est une autre étape pratique et utilisable dans le blockchain, l'automatisation des transactions, l'automatisation des processus, encore une fois, il faut comprendre notre information. Puis c'est là qu'en faisant la cartographie de nos processus, la cartographie de nos informations aussi, ça va aider beaucoup dans un projet d'implantation parce qu'on a fait nos devoirs. Encore une fois, un numéro de SKU peut changer de format 8 fois dans un processus logistique entre les différentes parties ou entre les manufacturiers, en collaboration, en parlant avec nos partenaires. Est-ce qu'on peut simplifier ça? Est-ce qu'on peut standardiser ça, qui est un autre aspect très important, de comprendre les standards qui se développent pour justement simplifier le processus de partage d'informations. Et si je peux m'ajouter oui, bien sur sûr. le point d'Éric, un projet à succès, il faut le définir. Donc, c'était les attentes qu'Éric parlait un petit peu plus tôt. Il faut d'abord, avant le projet, on trouve l'opportunité d'affaires, on sait qu'est-ce que le gain en productivité, en coût, il faut le bien définir. Puis dans le projet aussi, l'aspect technologie, dans l'implémentation, il faut qu'on sait déjà ou qu'on prédit ou on donne des attentes envers la technologie à implémenter. Dans le cours qu'on va présenter, par exemple, si on parle de l'IA, souvent les gens pensent que l'IA est un outil. Moi, je pense que c'est quelque chose qui prédit quelque chose d'autre. Donc, avec un certain donné, on met des paramètres en place, on fait la meilleure prédiction selon les algorithmes, et ensuite, on a un output, une finalité, puis on regarde si ça, c'est bon ou pas bon. Dans notre cours, on va parler d'un canvas de l'IA. On va forcer les étudiants à penser, c'est quoi que vous avez comme entrant, comme données entrant? C'est quoi que vous avez comme sortant, comme résultat désiré? Puis quelle technologie, quel algorithme, quel type de technologie devront-nous utiliser? Puis sur ce point-là, je reviens aussi vers Eric. C'est pas un projet, c'est pas égal un outil ou une technologie. Ça peut être une combinaison de plusieurs aspects. Puis il faut aussi passer ça en phase, une approche essai-erreur, surtout quand on développe quelque chose, il faut essayer rapidement, fail fast. Si on se plante rapidement, on tourne ça de bord, on apprend de ces leçons-là et ensuite on l'implémente. Il y a un aspect gestion de technologie, il y a un aspect de gestion de projet aussi. On va en parler aussi dans le cours, un framework de justement quelle est la gouvernance nécessaire derrière un projet tel que la transformation numérique d'une organisation. Puis encore une fois, différentes technologies. Je regarde Eric comme toujours mon superstar en blockchain. Lui, il va avoir certaines choses qu'il doit mettre en place avant que l'IA rentre en deuxième lieu ou vice-versa. Mais tout ça, il faut qu'on comprenne très bien
au début du projet, puis dans l'exécution, il faut vraiment vérifier les attentes, les livrables. Il faut bien définir. Il ne faut jamais laisser ça flou. T'sais, ah oui, on va avoir un certain gain à la fin. On sait tous que, mettons, ma technologie, on va remplacer les gens tu fais l'entrée de données. Ouais, mais combien? Puis comment? Puis à combien de temps qu'on est capable de faire? Mais ça, c'est des questions qu'il faut se poser. Puis c'est à vous aussi, les étudiants du cours, de prendre ça dans votre organisation avec des outils qu'on va vous partager, le personnaliser, de dire, OK, c'est une méthodologie qu'on va vous donner que vous pourrez l'utiliser dans votre organisation. Intéressant, Edouard. Tu mentionnes souvent ces aspects-là, puis là, tu l'as souligné au niveau des projets, puis ça m'invite à me tourner vers Jérôme. Avec ton expérience justement de ce type de projet et d'accompagnement des entreprises, quel conseil tu pourrais donner? Quelles sont les pratiques que tu vois émerger comme étant des bonnes pratiques? Quels conseils tu donnerais afin justement un petit peu d'aiguiller les gens pour la suite des choses? Oui, effectivement, Frédéric. Merci. Mais il y a plusieurs choses que je vais reprendre d'ailleurs qu'on vient d'entendre de Edouard et de Eric qui répondent à ta question. Je dirais probablement la première des choses, je pense que c'est sorti clairement ici. Il ne s'agit pas de sauter sur la première technologie qui s'appelle AI. D'abord, il n'y en a pas nécessairement, mais il commence à en avoir des packages, mais c'est pas l'idée. Donc, qu'est-ce qu'on essaye de régler d'abord? Donc, faut bien s'assurer que oui, on s'en va vers un projet de numérisation, que ce soit AI ou autre chose au niveau de la chaîne logistique. Mais d'abord, qu'est-ce qu'on essaye de régler? Quels sont les points de friction qu'on essaye de régler? Et ces points de friction, est-ce que lorsque, admettons, on va les régler demain, quel va en être le bénéfice et quelle va être la complexité de l'implantation? Alors, on a peut-être tendance à sauter un peu rapidement à la solution. Dans les nouvelles technologies, on parle toujours de plug and play, donc c'est facile à faire, c'est pas toujours le cas, mais on parle aussi de systèmes disponibles, de sélection de systèmes. On ne parle pas de ça ici, là. Qu'est-ce qu'on essaye de faire d'abord, d'un point de vue affaires? Qu'est-ce qu'on essaye de régler? Qu'est-ce qui va amener de la valeur ajoutée? Et qu'est-ce qui est la non-valeur que l'on veut retirer de ce processus-là? Ça, je dirais, c'est le premier point. C'est vraiment essentiel, de sorte à ensuite définir, bon, sur cette base-là, voilà les mesures de performance, voilà les processus que j'essaye d'améliorer ou que je veux créer entre moi et mon client, entre moi et mon fournisseur, par exemple. Donc, c'est un exercice vraiment de cartographie de vision d'abord. Voilà. J'ai plus pour toi, mais je vais peut-être faire une pause ici pour voir Oui. si tu veux rebondir sur certains éléments. Je trouve ça assez intéressant. Ce que viennent de dire Jérôme, Eric, Édouard, est-ce que ça résonne dans votre expérience aussi comme déjà une bonne, je dirais, un bon élément à garder en tête avant de se lancer finalement? Absolument. Collaboration, cartographie, c'est très important. Il faut comprendre, comme j'ai mentionné tantôt, comme Jérôme l'a mentionné, comme Edouard l'a mentionné, il faut comprendre nos données. Il faut comprendre les données, ils viennent de où, hein? Edouard l'a mentionné, l'entrant, le sortant. Il faut comprendre que c'est un environnement collaboratif aussi. J'ai entendu le mot gouvernance. Je pense à un projet qui a ouvert il y a plusieurs années, puis je ne mentionnerai pas le nom, mais ceux qui gravitent un peu là, dans les nouvelles technologies le savent. Une des plus grosses compagnies maritimes au monde a lancé un projet, ça incluait la blockchain. Tout le monde était content, ça va sauver la planète, ça va tout changer nos processus, puis le projet, 2-3 ans plus tard, a fermé. Il n'a pas fermé à cause de la technologie, a fermé à cause justement de la gouvernance de l'information. Donc, c'est important d'aborder ça, c'est important de comprendre l'écosystème, c'est important de comprendre la valeur d'une collaboration dans un projet comme ça. Nos chaînes d'approvisionnement doivent être plus collaboratives, surtout en accélérant nos chaînes d'approvisionnement, nos processus logistiques. C'est important d'être collaboratif, c'est important de comprendre, c'est important de calculer le retour sur les investissements absolument. Intéressant. Puis, Édouard, est-ce que tu ferais le même constat?
Ouais, je vais ajouter, vu qu'on a un peu de temps, puis je veux surtout Oui, impliquer Jérôme sur certains aspects de le cours qu'on a designé pour les étudiants. Tu sais, on a parlé de gouvernance de tantôt, c'est important à regarder tout ça. J'ai commencé d'abord par parler de la qualité des données qu'on a pour faire de l'intelligence artificielle, mais il y a d'autres enjeux qu'il faut qu'on fasse attention, qui fait partie du cours. C'est sûr que Jérôme, dans son expertise, des choses, ils vont parler de la sécurité, de la cybersécurité derrière tout ça. Comment on protège, en fait, l'application qu'on va développer ou qu'on implémente et justement empêcher, si jamais il y a quelque chose, parce en matière de cybersécurité, on peut toujours jamais prévenir tout. On pense plutôt à des plans de résilience. Si jamais quelque chose arrive, comment le faire? Je pense que Jérôme serait mieux placé que moi pour parler de ça. Et aussi les modèles d'opération. Je pense il peut en parler un petit peu aujourd'hui comme un avant-goût, mais pour le cours. Puis je peux peut-être à la fin finir par c'est bien beau la technologie, c'est bien beau l'implémentation de tout ça. Puis imagine que tout est beau, tout est idéal, dans un monde absolument idéal, la technologie fonctionne très, très bien. Il ne faut jamais, jamais, jamais oublier la gestion du changement. Donc, je peux peut-être finir par celui-là, mais je vais oui. passer à Jérôme un petit peu pour parler des autres aspects qu'on va en discuter dans notre cours. Oui, merci Edouard. Tu as tout à fait raison. En fait, ce sont des points essentiels. On n'en a pas parlé tantôt, mais lorsque l'on va monter le business case, le plan d'affaires, et la première question, ça va être est-ce que les gens dans l'entreprise vont comprendre ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on essaye, à quoi on essaye d'arriver? Et il ne s'agit pas nécessairement, heureusement, de couper des postes ici. Il s'agit de vraiment, comme on en parlait tout à l'heure, enlever du processus des points de friction, des points qu'on peut plus vraiment gérer de façon manuelle ou qu'on ne devrait pas. Alors, donc, si on revient au plan d'affaires, c'est comment est-ce qu'on l'explique? Donc, la gestion du changement, effectivement, dans tout projet est importante. Dans des projets de chaîne d'approvisionnement et de la numérisation, c'est d'autant plus important que la chaîne d'approvisionnement, c'est large. Donc, il y a beaucoup de personnes impliquées. Et chacun de ses collègues a une spécialité, et puis ça s'appelle chaîne pour une raison, c'est que le début de la chaîne a un impact sur la fin de la chaîne. Et autre point ici, donc, ce qui me permet d'amener un autre point ici, c'est que souvent on voit des projets ou des débuts de projets qui résonnent toujours en silo, hein. Donc, je suis en gestion de la demande, en aval, je suis en achat, je suis en entrepôt, en production, en livraison. Mais c'est précisément ce qu'on va casser avec des projets comme cela, c'est parce qu'on veut être transversal maintenant. Donc, au lieu de raisonner en silo, on doit être transversal et donc ces projets de numérisation et d'intelligence artificielle nous aident justement à regarder un processus de bout en bout. Donc, ça va forcément toucher beaucoup de monde assez rapidement. Bien sûr, comme le dit Ed, on peut faire un pilote, c'est même recommandé de faire un pilote sur un petit sous-ensemble. Donc, dans ce cas-là, on a le contrôle de l'équipe ou du groupe qui va être impacté. La gestion du changement est peut-être un petit peu plus facile à communiquer. Par la suite, on va toucher beaucoup plus de monde, voire éventuellement nos clients, voire c'est même très certainement les fournisseurs. Donc, assez rapidement, ça va faire une toile ici qui va s'étendre. Et donc, c'est à nouveau, ta première question tout à l'heure, Frédéric, c'est à quoi il faut penser pour commencer. Ben, ça, c'est certainement un autre point essentiel ici. Et on va en parler en effet pendant le cours au niveau de méthodologie, comment s'y prendre, comme des leçons apprises dans le passé ici. Intéressant. Donc là, vous avez souligné plusieurs points majeurs, tant donc la façon dont il faut se préparer avant le projet, ne pas sous-estimer les enjeux de collaboration qu'il peut y avoir à l'interne, tout comme dans cette fameuse chaîne d'approvisionnement avec les partenaires d'affaires, hein. Alors, on l'a mentionné, impartition 3PL, fournisseurs, autres, et même ça peut aller jusqu'au client, j'imagine. Absolument. Et puis, bien entendu, comprendre un peu aussi quelles sont ces différentes technologies, puisque c'est vrai que parfois les gens parlent de technologie sans vraiment comprendre finalement quels sont les éléments importants. Puis ça, Édouard, c'est quelque chose qui est un élément non négligeable du cours, hein, comprendre quels sont ces fameux composants quand on parle d'intelligence artificielle.
Oui, l'intelligence artificielle, bien comprendre la technologie, les gains, tout ça, absolument. Peut-être que je vais juste faire un point sur la gestion de changement aussi. Puis Oui, peut-être que je bien regarderai sûr. Eric parce qu'on en rit ensemble souvent des gestions de changement, des exemples de ça. Mais je peux donner mon exemple que j'aime beaucoup. C'est souvent la technologie fait le travail. Ou l'amélioration, le projet, c'est un succès, mais c'est la personne qui l'adopte qui veut pas la technologie parce que la personne a développé une résistance contre les changements parce se sentent bien dans leur bulle et ça ne change pas, j'aime la routine, puis ça reste comme ça. Pour faciliter la gestion de changement dans une organisation, quand on va en parler du framework pour l'innovation, on va parler du framework pour la gestion de projet. À un moment donné, il faut impliquer les champions. Puis à un moment donné, le plancher, les gens doivent suivre. Puis chaque personne aura son propre dit, que ce soit positif ou négatif. Mon meilleur exemple que je peux donner aux gens, c'est, je pense qu'il y a une personne, quand on a implémenté une technologie, pas l'intelligence artificielle, mais il y a très longtemps, quelque chose d'automation, la personne voulait absolument rien savoir de la nouvelle technologie. Jusqu'à temps qu'on arrive à la personne et dit, pourquoi tu veux pas travailler avec nous dans l'équipe technologie, de faire avancer la productivité, seulement pour comprendre qu'elle veut quelque chose en échange. Fait que, finalement, elle veut un bureau proche de la fenêtre, puis une fois qu'on a bougé là, ben, la technologie est adoptée, puis tout le monde est content, puis on a réussi à fermer le projet ensemble. C'est un exemple complètement banal, mais ça donne l'ampleur à quel point c'est important de comprendre au bout de la ligne, c'est les humains qui importent. On parle beaucoup de technologie, on parle de l'IA, on parle de tout ce qui est vraiment, vraiment avancé et tout ça. Au bout de la ligne, c'est l'utilisateur. Si l'utilisateur n'est pas un adapteur, n'est pas un early adopter ou quelqu'un qui veut qui veut aller en avant avec la technologie, il faut le prendre en considération. Il faut l'implémenter aussi dans le plan de projet. Il faut une section pour aider ces gens-là, que ce soit un upskill dans entraînement, du training additionnel pour donner à ces gens-là. Leur faire sentir aussi à l'aise, comme Jérôme dit, on n'enlève pas le travail, on déplace la valeur ajoutée, puis on va faire mieux avec moins de travail physique, mettons, on va dire ça de cette façon-là, pour le futur. Mais souvent, les gens, la non-compréhension de ça fait en sorte qu'il y a beaucoup de friction et de résistance à la fin. Il ne faut pas négliger ce genre de choses-là. Puis on va en parler dans le cours, justement, comment prévenir, comment on fait pour identifier ces gens-là avant même que le projet commence. C'est quoi les influenceurs comment on peut travailler avec des influenceurs pour influencer ces gens qui ne veulent absolument rien savoir de certaines personnes. Ça va être des méthodologies qu'on espère que vous pouvez prendre, les étudiants avec nous, qui peut prendre pour votre organisation juste pour rendre ça plus fluide, l'implémentation des projets, que ce soit l'IA ou pas là-dessus. Je me tourne vers Eric, vu qu'on a un petit peu de temps, puis on peut Oui. finir avec le use case plus tard. Mais, as-tu des bonnes histoires aussi, Eric, pour des gestions de gestion de changement? Ben, dans le même bucket que toi, dans les gestions du changement, mais complètement à l'opposé de la personne qui voulait juste son bureau à côté de la fenêtre. Tu as le côté législatif, tu as le côté de la loi des choses. Oui. Si je pense à MLETR, Model Law of Electronic Transferable Record, puis il faut que je le dise tranquillement, c'est la loi adoptée par plusieurs pays qui disent qu'un document électronique est légal. Le Canada l'a adopté ou a adopté certains chapitres de cette loi-là il y a des décennies. Mais encore une fois, l'intérêt de faire tout électroniquement n'était pas là et toujours pas là aujourd'hui. On voit une accélération de tout ça en Europe en ce moment. On voit certains pays un petit peu plus en avance, comme le Singapour, très électronique dans ses processus. C'est pas la technologie. Je regarde le blockchain, c'est là, ça fait des décennies aussi. Si on regarde juste le Bitcoin, c'est une technologie qui est basée sur le blockchain et non l'inverse. Ça existe, ça fait longtemps. Mais pourquoi on ne prend pas ces technologies-là aujourd'hui? Gestion du changement. C'est long changer des lois, c'est long changer des attitudes, c'est long changer nous les humains qui sont confortables dans leur processus habituel. Alors, oui, tu as cette personne-là qui veut give me something in return,
Mais tu as la même chose au niveau d'une nation, puis tu as la même chose du côté d'industrie en général. Des bill of lading ou des telex release ou des bill of lading électroniques au niveau maritime, la technologie ou l'idée est là depuis longtemps. Mais encore aujourd'hui, je pense qu'on est rendu à peu près à 3 %. On était à 1 % avant COVID. On est rendu à 3 % des bill of lading maritimes dans le monde est fait électroniquement. Pourquoi? Parce qu'on fait plus confiance à un document physique avec une signature bleue qu'on a donné aux mains pour dire « Je suis le propriétaire de cette marchandise-là ». On ne fait pas confiance à la technologie. Ce n'est pas la technologie, encore c'est l'humain. Important, là, on souligne finalement ces éléments humains, ces éléments de confiance et puis de changement. Puis, par contre, une chose que vous venez de mettre en éclairage et qui, je pense, ne doit pas être oubliée, c'est que le Canada, le Québec, c'est pas un vase clos, c'est pas immunisé ou isolé de ce qui se passe dans le monde. La logistique, elle est mondiale, hein, la pandémie nous l'a montré. Puis j'ai l'impression que c'est important de ne pas laisser le train avancer avec les autres et puis nous rester en retard. Là-dessus, Jérôme, est-ce que tu vois des choses qui bougent un petit peu ou qui pourraient bouger mieux Question difficile, hein? Oui, oui, si ça pouvait bouger plus vite dans les canaux, là, ça serait bien. Écoute, effectivement, donc la chaîne d'approvisionnement, en particulier le transport, la logistique, c'est par défaut international. Même si on est une PME, on reçoit internationalement, parfois on envoie internationalement. Donc, c'est certain que, en posant la question, tu me fais penser finalement à un groupe de clients en manufacturier, en biens de consommation, avec qui on a eu plusieurs échanges. Et parfois, les compagnies canadiennes se sentent un petit peu, on va dire, pas assez grosses ou avec des activités pas assez démontrées à l'extérieur du pays pour commencer à prendre des pas vers justement la numérisation et se mettre un peu plus à jour par rapport aux autres pays. On parle des États-Unis, évidemment, notre voisin, mais on peut parler de l'Europe ou de la Chine. Et ça peut venir, on est un peu trop conservateur, voilà, je cherchais le mot. Et ça peut, en fait, c'est pas ça peut, mais ça vient nous chercher par la suite parce que finalement, ce qui va se passer, c'est qu'on risque de ne pas être qualifié pour certains clients ou on risque d'avoir certaines opérations à perte parce que ça nous prend une armée de gens. Je peux me rappeler un client à qui, pour le processus de trading et de cycle de vente, a remplacé 26 personnes qui faisaient comme on disait tantôt, là, qui faisaient de la prise de commandes manuelle avec un outil. Et non seulement, ce n'est pas le nombre de personnes qui est important ici, c'est vraiment le temps de cycle. Donc maintenant, je suis capable de, voir où est mon stock et répondre à mon client sur la disponibilité des produits avec une relative certitude et donc je viens d'augmenter la satisfaction de mon client, réduire mon temps de cycle et améliorer ce qu'on appelle le cash-to-cash, le cycle du cash-to-cash qui est ne pas porter trop longtemps justement dans ma trésorerie et dans mon fonds de roulement des inventaires que j'aurais pu vendre plus vite. Alors les bénéfices peuvent être très rapides du coup quand on parle de cela. C'est ça, donc pour revenir à ta question, long short pour ta question, l'idée c'est de dire oui, effectivement on est peut-être un peu trop conservateur. Comme l'indiquaient Ed et Eric tantôt, il ne s'agit pas nécessairement de faire une montagne de AI ou une montagne numérique, mais il s'agit vraiment de régler avec une vision complète, de régler par étapes les enjeux que l'on voit qui sont des points de friction. Par rapport à ça, Edouard, est-ce que toi, tu fais un peu le même constat là, qu'il serait important là, de ne pas laisser le train de l'innovation avancer plus vite chez nos voisins que chez nous? C'est dans le mandat du ministre Champagne de dire que l'IA fait partie de l'amélioration de productivité au Canada. On a perdu un peu de GDP en productivité
parce qu'on n'adopte pas assez les technologies assez rapidement. Puis on va en parler durant le cours, les raisons pourquoi on est conservateur, étant le pays, mais mettant des organisations aussi. Euh, Peut-être je tirais juste un parallèle pour ma conclusion d'aujourd'hui avant de vous donner la place de Q&A. C'est que dans ce cours-là, c'est sûr que c'est une station d'information, mais ma job, c'est un petit peu faire la promo pour que les gens soient intéressés à venir. C'est que vous êtes bien soutenu par beaucoup d'experts. Jérôme et moi, va vous donner pas mal de théories sur le cours, mais on va avoir des invités comme Eric qui va venir dans notre cours intervenir avec son expérience. Vous allez voir plein d'exemples locaux, internationaux. Il y a une partie de mes cours, puis je ne sais pas si Jérôme, tu le fais aussi, mais le premier 10 minutes, je veux commencer par l'actualité. Il y a 2-3 semaines, c'était la grève potentielle des rails, des ferroviaires. Il faut en parler parce que ça affecte la chaîne d'approvisionnement. Puis on commence le cours avec des exemples concrets actuels, puis comment est-ce que la technologie peut aider dans cette situation-là ou pas? Puis est-ce que c'est une opportunité ou c'est une menace envers l'avancement de la technologie? On va parler de tout ça. J'espère que ça vous donne un bon aperçu des cours que vous allez recevoir, ceux qui sont intéressés à venir le prendre. Puis on va interagir beaucoup dans ces cours-là, beaucoup plus que juste donner la théorie derrière tout ça. Il va y avoir la théorie puis des outils. Mais une chose que je vais peut-être repasser à Jérôme, c'est qu'il va y avoir une période où on va faire un vrai cas, un business case ensemble, où ce qu'on va développer, ça peut être un cas fictif, on est en train de déterminer le sujet exact, mais ça peut être, on va définir une compagnie, puis on va dire si cette compagnie-là veut avancer dans leur technologie, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est quoi les étapes? Puis ça justement, c'est vraiment le hands-on que vous avez à avoir sur tous les outils théoriques, puis mettre en place un cas, quand même un business case qu'on va approfondir ensemble, puis voir c'est quoi les bénéfices de tout ça, puis espérant pouvoir faire des parallèles aussi avec les situations actuelles. Excellent, merci Edouard. C'est vrai qu'on va bientôt démarrer notre session de questions-réponses pour nos 3 invités aujourd'hui. Eric, je ne sais pas si tu avais un petit mot à ajouter avant qu'on passe aux questions. Oui, merci. Pour revenir justement à la question, est-ce qu'on est un petit peu en retard? On parlait de problèmes de productivité au Canada il y a quelques mois dans les manchettes. On parlait de ChatGPT qui accélère. On a des gens très intelligents au Canada. On a des gens très intelligents au Québec. Le Québec se fait un petit peu un centre d'intelligence artificielle, de quantum, de toutes ces nouvelles technologies-là. Est-ce que ça découle dans le monde de monsieur, madame, tout le monde? Pas au niveau, pas à la rapidité que moi j'aimerais. Dans mon petit monde de blockchain, en chaîne d'approvisionnement, je vois d'autres pays accélérer beaucoup plus vite que nous autres. Oui, on fait du progrès. Et si je regarde l'Afrique en général, ça accélère. L'Asie, ça accélère, c'est ridicule. Peut-être pas en rapport avec la chaîne d'approvisionnement, mais la Latvia est 100% électronique depuis très longtemps. Est-ce que j'ai besoin d'un bout de papier encore pour prouver que j'ai le droit de conduire au Québec? Oui, j'ai encore, c'est un bout de plastique, là, mais c'est quand même un bout de papier. Dans certains pays, on est 100% électronique. Je suis un gros Apple fanboy. Il y a 6 États sur 52 américaines et 10 provinces canadiennes et territoires qui permettent un permis de conduire électronique. Il y a des pays qui, ça fait longtemps qu'ils ont ça. Et il y a d'autres processus autour de ça, nos citoyennetés, nos registres de propriété, etc., etc. Oui, on est en retard. Est-ce que c'est à cause d'une fatigue de je me fais promettre de la nouvelle technologie? Peut-être. J'ai grandi avec des dactylos, des green screen, des telex, des ci, des ça. Je suis vieux de même, oui. J'en ai vu des technologies, je l'ai entendu. Mais là, on est rendu à un point où ça accélère beaucoup trop vite et pas assez vite en même temps. Il faut, let's get on the bandwagon. Puis oui, il faut implanter, surtout ici au Canada, au Québec, il faut implanter, il faut regarder ces nouvelles technologies-là. Merci Eric pour ce mot de la fin. Donc, on rentre maintenant dans la partie échange avec nos conférenciers. Alors, je vous rappelle que pour poser vos questions, vous utilisez la conversation pour taper votre question. Et ensuite, ma collègue Farah va vous donner la parole et vous permettre d'ouvrir votre micro. Alors,
Farah, est-ce que tu as déjà des questions dans l'audience pour nos trois invités? Alors, dans la section commentaires, non, je n'ai pas de questions. Cependant, ce que je peux faire, c'est inviter les participants à lever la main et je donnerai la parole à ce moment-là pour poser vos questions. Donc, C'est très bien. donc C'est très bien, n'hésitez pas. vas-y. Alors, pour lever la main, là, vous vous souvenez, donc c'est dans le menu au-dessus de l'écran. Là, vous avez la petite icône en forme de main. Donc, vous cliquez dessus et on vous donnera la parole pour que vous puissiez poser votre question. Donc, je vous rappelle que on a là aujourd'hui donc Edward Coe, un de nos deux formateurs experts pour le projet, Jérôme Thirion, notre deuxième expert dans ce projet-là, et leur invité spécial, Monsieur Eric Valiquette. Alors, une question pour un de nos trois intervenants aujourd'hui. Sinon, s'il n'y en a pas tout de suite, moi, je vais peut-être en proposer une, mais Farah, je te laisse le soin là, de faire le tour de l'audience. Ah, une première Alors, personne. on en a. OK. Alors, on a Bangua. Désolée si je prononce mal le nom. Bangua Peten. Je vais te donner accès au micro, donc tu pourras l'activer pour poser ta question. Et j'ajoute le bémol qu'il n'y a pas de mauvaise question. Hein? C'est bon. Oui, vous m'écoutez? Oui, on t'entend. Bonjour, on vous en prie, allez-y. Oui, ma question était de savoir quel est l'impact de la numérisation et de l'intelligence artificielle sur la chaîne d'approvisionnement. Alors, vaste question. J'imagine que tant Jérôme ou Edouard ou Eric, d'ailleurs, vous pourriez y répondre. Alors, quel est le premier qui veut s'essayer? Je vais m'essayer parce que c'est un point, merci pour la question, c'est un point que finalement j'aurais voulu peut-être donner tantôt. La chaîne d'approvisionnement, comme d'autres fonctions, mais elle doit être en fait gérée par des mesures de performance, hein, donc soit à l'interne, soit auprès de nos clients. Alors, le premier impact, ça peut être le temps de cycle pour livrer un client. Donc, c'est une des mesures de performance. Donc, je dirais qu'on ne fait pas de la technologie pour faire de la techno. Il s'agit de régler un enjeu et un des enjeux pourrait être justement ce temps de cycle entre le moment où je reçois une commande et le moment où je livre mon client ou simplement le respect des temps de cycle par lesquels je me suis engagé vis-à-vis de mon client. Et là, on voit les bénéfices immédiats. Évidemment, je peux développer, mais j'espère que ça répond à votre attente. Puis si je peux donner un exemple parfait sur ce que Jérôme vient de mentionner, on a un cas très, très bien connu dans notre monde à nous, Walmart Canada, qui fait un demi-million de transports entre leur centre de distribution et les magasins annuellement. 70% de ces 1 demi-million de factures de transport-là étaient en dispute à cause de justement un problème de retard ou de pénalité ou de performance. En passant au blockchain, dans ce cas ici, on réussit à réduire ce 70% de 1 demi-million de factures en retard et en dispute de paiement à 1%. Parce que justement, ils ont fait une bonne cartographie du processus, ils ont compris les technologies de tout l'écosystème, ont programmé les attentes et ont réussi à réduire toutes les pénalités en utilisant la technologie de deux façons. Le camion avec la localisation GPS que la plupart des camions ont aujourd'hui prouve que le camion est arrivé au magasin à telle heure, est ressorti de la géolocalisation à une autre heure, le contrat est respecté, alors on approuve la facture au lieu d'un processus manuel où est-ce qu'on envoie la facture, c'est en dispute, on s'envoie 10 emails aller-retour pour régler la dispute et puis éventuellement on résout et on paye la facture. Donc la technologie, la collaboration, la cartographie a sauvé, dans ce cas ici, là, on regarde autour de 30 millions de dollars. Un cas exceptionnel, mais un cas nonetheless. Ça fait déjà plusieurs exemples. Édouard, est-ce que tu veux en rajouter un autre? Non, je pense que les experts ont parlé. On va laisser la place aux autres à poser des questions. D'accord. Alors voilà, j'espère que vous avez obtenu la réponse que vous recherchiez. Alors, Farah, quelle serait la prochaine question?
Alors, j'ai Mathilde qui va nous poser sa question. Merci à toi. Alors, attends, hop. Tu peux activer ton micro. Allô, bonjour tout le monde. Bonjour, Oui, on vous écoute. ma question est la suivante parce que je vais d'abord poser la question et je voulais savoir si c'est recommandé d'utiliser, par exemple, comme ChatGPT en entreprise parce que peut-être si vous voulez faire des recherches, est-ce que c'est recommandé de l'utiliser? Parce que généralement, on dit que ça expose les données de l'entreprise, que c'est pas parfois très recommandé. Je demandais si est-ce que c'est recommandé de l'utiliser en entreprise, l'intelligence artificielle. Est-ce que ça n'expose pas l'entreprise dans peut-être les fichiers secrets de l'entreprise dans le monde? Parce que on a comme impression que ChatGPT est ouvert à tout un monde. Si chacun vient entrer, ça va donner ce que ça va donner. Est-ce que ça n'expose pas l'entreprise, les fichiers secrets de l'entreprise? Alors, merci, on a bien compris la question. Je ne sais pas lequel de vous trois veut y répondre. Édouard. Ça, c'est pour Édouard. Je pense que ouais, la question va partager celle-là. Merci pour la question. D'abord, la réponse simple, c'est que si vous prenez le ChatGPT version gratuite en ligne et vous ne payez rien, puis vous rentrez votre information privée là-dedans, oui, l'information va être réutilisée pour l'entraînement des modèles Large Language Model, LLM. Et ça, c'est dans les clauses de termes et conditions de ChatGPT quand vous inscrivez un compte gratuit. Donc, évidemment, on ne conseille pas de mettre des choses privées dans ça. J'ai un exemple extrême aussi là-dessus. J'ai été visiter un cabinet d'avocats, puis au début du ChatGPT, quand on ne connaît pas c'est quoi ce monstre-là, les gens, ils mettaient les contrats complètement dans le ChatGPT. Ils disaient, sommarise-moi tout ça et je vais travailler là-dessus. Mais ces informations-là sont sensibles, fait partie de l'entraînement et cette compagnie-là, cette cabinet-là, complètement fermé, barré des ChatGPT de l'utilisation dans l'entreprise. Donc, il faut faire attention dans tout ce que je dis, mais il y a des mesures qu'on peut prendre en place pour utiliser une bonne technologie à des fins privées sans perdre d'informations. C'est de bien imposer implémenter la technologie d'une façon dans l'entreprise, vous payez le forfait entreprise, vous parlez aux experts de l'informatique avant d'implémenter la technologie, comment on peut faire pour que l'information ne sorte pas du modèle d'entraînement à l'extérieur vers le public, mais reste à l'intérieur de l'entreprise. Ça, c'est toutes les configurations, puis tous les développements de logiciels avant de l'utiliser. Encore une fois, en résumé, si c'est un outil qui est sur tablette publique, gratuit, les chansons, si vous mettez quelque chose, ça va être parti puis public. On ne conseille pas. Regardez toujours les meilleures pratiques, regardez les politiques internes que le groupe TI souvent publie pour les organisations internes. Comment utiliser un outil, qu'est-ce qu'il ne faut pas utiliser. Suivez ces conseils-là parce que c'est ces gens-là qui sont responsables pour la cybersécurité et la confidentialité des données. Donc, oui, faites attention à vous. Est-ce que je peux créer une image avec ChatGPT? Probablement. Est-ce que je peux demander à ChatGPT justement de regarder tous nos contrats confidentiels ou notre plan d'affaires qu'on super top secret? Peut-être pas. Hein? D'accord, merci. En tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'il y a effectivement, dans le cadre de la formation, on verra notamment là, les bonnes pratiques pour sécuriser l'information et utiliser de façon donc sécuritaire ces nouvelles technologies. Est-ce qu'on a d'autres questions pour nos trois conférenciers? Puis, oui. à cette occasion, j'aimerais aussi rappeler à notre public que dans la dernière partie de la session d'aujourd'hui, on va pouvoir répondre plus spécifiquement aux questions qui sont en lien avec comment s'inscrire à notre formation, quels sont les horaires, quelles sont les modalités, est-ce que c'est en ligne, est-ce que c'est enregistré. On va vous présenter tout ça dans la deuxième et dernière partie donc, du webinaire d'aujourd'hui. Là, on termine avec les questions qui sont pour nos trois conférenciers. Alors, Farah, je te recède le micro. Alors, merci à Mathilde pour ta question qui était très intéressante. Je vais donner la parole à Laurent Dominique.
qui a levé la main. Donc, Laurent Dominique, la parole est à toi. Tu peux activer ton micro. Merci pour la conférence, c'est très, très intéressant. Moi, je suis camionneur classe 1 et je suis en train de faire un AEC à André Laurando en logistique du transport. Et puis, quand je vais avoir terminé, en janvier, je vais débuter stock et approvisionnement ou HEC. Je vais faire un cycle 1. Donc, je continue les études tout en travaillant. Ma question est, l'intelligence artificielle s'en vient. On a vu dans nos cours que Amazon s'en sert. Il y a beaucoup de grands centres de distribution maintenant qui ont des petits robots qui se promènent au plafond et qui déposent les produits dans les boîtes et tout ça, que c'est beaucoup plus rapide. Ma question est, dans un futur, donc, cette intelligence artificielle-là de robotique, surtout moi, c'est la robotique là, que je vise, est-ce que cela va causer un flux élevé en chômage côté humain? Et est-ce que la robotique va finir par, on en parle depuis quelques années, les camions sans chauffeur, ben dans le fond, on va toujours avoir besoin de chauffeur là, dans la cabine, mais que les camions vont devenir automatisés. Moi, je trouve qu'il y a un risque, surtout avec l'hiver, ça va prendre des structures spéciales pour avoir que les radars captent, gardent sa route et qu'ils ne se fassent pas hacker non plus par des hackers. Déjà qu'on a des problèmes avec des gangs, il y a des camionneurs qui sont attaqués à cause de ce qui se transporte. Donc, est-ce que la sécurité a été étudiée sur la robotique des camions et qu'est-ce qui va en devenir des centres de distribution et d'approvisionnement côté emploi aux humains? D'accord, merci pour votre question. Elle touche à plusieurs points. Alors peut-être qu'on peut commencer par le premier, hein, parce que vous avez fait référence à plusieurs préoccupations. Donc la première, c'est l'impact donc de ces technologies là sur finalement l'emploi. Je peux aller rapidement pour donner Il y a vraiment juste deux bons points là-dessus. Merci pour la question. Je vais donner une preuve contraire pour le premier point. La robotique existe avant même l'IA explose pour les automations. Est-ce qu'on a perdu des jobs ou est-ce qu'on a c'est l'industrie qui est transformée pour la productivité. Les gens, ils sont à la place de faire du travail manuel, maintenant deviennent des programmeurs ou des superviseurs de ces robots-là qui font le travail. Fait que je pense que c'est toujours une transformation de talent quand on parle d'un projet de technologie, plus que avoir peur de perdre la job. C'est un côté. Puis de l'autre côté, rapidement, pour les camions qui conduisent tout seuls sur la route, il va y avoir quelques diapos que je vais parler dans un cours sur la maturité technologie versus la maturité de l'acceptance générale, la certification et tout. Je te confirme que Tesla, il peut conduire tout seul, mais ça veut-tu dire qu'il y a des chars tout seuls sur la route? Non, parce que l'humain a jugé que c'est pas encore assez prouvé. On est encore à 10 ans peut-être de la certification de tout ça. Même idée pour les drones. Si vous regardez sur Gartner, il y a une curve qui s'appelle le Hype Curve pour la technologie. Puis de là, vous allez voir la maturité technologie versus l'implémentation. Puis ça, c'est loin dans notre vision versus la vision de l'ordinateur avec les robots. C'est beaucoup plus proche quand on parle de ça. J'espère que ça répond à vos questions. Merci beaucoup, Edouard. Je vais faire une analogie très, très rapide. Si on regarde il y a une centaine d'années, 200 ans en arrière, les ferblantiers étaient critiques à notre industrie. Est-ce qu'on voit beaucoup de ferblantiers aujourd'hui? Probablement un peu moins. Est-ce qu'il y a plus de chômage? Pas vraiment. Donc, notre qualité change. C'est une évolution et non une révolution. C'est des petits pas solides à la place des grands pas dans le vide. Ça, c'est toujours important. Excellent, merci beaucoup. Donc, Farah, est-ce qu'on avait une autre question pour nos conférenciers? Oui, alors, on a des questions en commentaire. Donc, j'ai une question de Mohamed Mouktar Kondé qui me dit est-ce qu'il était possible d'approfondir la formation? Si oui, dans quelles conditions, vu que je dois faire un tour à Québec le mois d'octobre? Donc, je pense que cette personne ne vit pas au Canada. Donc, elle pose cette question-là en commentaire. Est-ce que tu préfères attendre après, vu qu'on va parler de la formation après, ou est-ce que tu veux y répondre maintenant?
Écoutez, très rapidement, donc cette formation va se donner en ligne. Chaque séance sera enregistrée. Donc, si jamais des personnes devaient s'absenter temporairement, là, elles pourraient assister à distance au cours ou visionner l'enregistrement. Donc, ça, ce serait la réponse rapide, mais on pourra aller plus en détail tout à l'heure. Donc, est-ce qu'on a une autre question Oui. pour nos conférenciers? Alors, j'ai une question de la part de Célie qui me dit: Bonjour, combien de temps pensez-vous que l'IA et la blockchain intégrer le système de gestion dans les entreprises intégreront peut-être le système de gestion dans les entreprises de logistique canadiennes et dans votre cégep, est-ce qu'ils offrent un cours de base en blockchain? En fait, donc la première partie de la question, je vais laisser nos conférenciers répondre. Alors, on en est où dans l'adoption de l'IA et de la blockchain dans la chaîne d'approvisionnement ou dans les entreprises canadiennes finalement, dans le secteur de la logistique? Je peux commencer avec le blockchain. C'est arrivé au Canada. Il y a des compagnies minières qui font de la traçabilité de minéraux critiques. Au niveau de l'alimentaire, il y a des compagnies qui font de la traçabilité d'ingrédients. Il y a, comme je mentionnais tantôt, Walmart. Donc, c'est arrivé. Est-ce que c'est arrivé en grand? Non, pas encore. C'est quand même tôt dans les cycles, comme Edward mentionnait tantôt. Mais c'est arrivé au Canada, absolument. Il y a plusieurs exemples qui sont en jeu. Jérôme, Édouard, est-ce que vous voulez donner votre perspective là-dessus? Oui, je peux démarrer. En fait, si je comprends bien la question, c'est à quel moment ces nouvelles technologies, on dit nouvelles, mais comme disait Eric, elles sont plus si nouvelles que ça finalement, mais vont intégrer les systèmes de gestion. Donc ça a commencé. Si on regarde les éditeurs de logiciels, enfin je pense que c'est votre question, mais si on regarde les éditeurs de logiciels, ça a déjà commencé. Pas pour le blockchain, mais pour des outils plus avancés comme ce qu'on appelle le machine learning ou l'intelligence artificielle ou d'autres méthodes permettent d'accélérer, par exemple, de beaucoup, même de changer radicalement, en fait, quand on implante un logiciel de gestion qui en est équipé, les flux d'approbation, la reconnaissance des factures, les paiements qui s'en vont d'un sens ou d'un autre. Donc, il y a déjà plusieurs technologies, on va dire, qui ont été insérées dans ces systèmes de gestion. Lorsque les entreprises font un changement ou font l'acquisition d'un nouveau système, ça vient avec. Ceci étant, effectivement, certaines entreprises vont faire ce qu'on appelle du bolt-on, donc elles vont ajouter certaines de ces technologies aux vieux systèmes qu'ils ont actuellement pour essayer de durer encore un peu. On comprend tout à fait la raison pour ce faire, mais ça fait partie du commentaire qu'on avait tantôt, qui est qu'on est encore un petit peu trop conservateur de façon générale comme Canadien pour investir dans de nouvelles solutions, et donc ça demanderait une accélération si on ne veut pas perdre notre avantage avec les États-Unis et avec d'autres pays d'ailleurs. Oui, tout à fait. Le Canada, d'ailleurs, je fais une petite parenthèse, a signé beaucoup d'accords de libre-échange avec l'Union européenne, avec l'Asie-Pacifique, des traités parfois bilatéraux. Puis c'est là qu'on s'aperçoit quand on est en concurrence finalement et en opportunité, puisque les deux font partie finalement, c'est les deux facettes de ces situations-là. Est-ce qu'on va se retrouver plus compétitif ou moins compétitif que nos partenaires d'affaires? Puis c'est là qu'il est important d'adopter les bonnes pratiques et les bonnes technologies. Édouard, est-ce que tu voulais compléter là par rapport à cette vitesse d'adoption ou on prend une prochaine question? Non, je pense qu'on va manquer de temps, je vais laisser les autres. OK. Alors, Farah, s'il te plaît, la prochaine question. Alors, on a une question de la part de Samir. Donc, Samir, je vais autoriser ton micro. Donc, normalement, tu peux prendre la parole. Samir, est-ce que tu nous entends? Normalement, tu peux activer ton micro. Samir Mamar. Bon, je vais prendre la prochaine question de la part de Mohamed. Autoriser le micro. Donc, Mohamed, tu peux activer ton micro pour poser ta question.
Bonsoir à tous. Vraiment, c'est un plaisir pour moi de suivre cette conférence-là. Ma question a été déjà répondue. J'avais levé la main, mais ma question était déjà répondue. D'accord. D'accord, merci. Merci beaucoup. Okay. Alors, j'ai une dernière question de la part de Gentil, Dave Ivic. Je vais autoriser ton micro, donc tu vas pouvoir poser ta question. Oui, bonjour. Mon nom est Dave Ivic. C'est Gentil. Je suis étudiant en logistique du transport au Cégep André Laurando. J'aimerais savoir, pour cette formation, est-ce que la personne doit avoir des connaissances avancées en informatique ou si ça demande une connaissance juste de base? Je pense que tu peux répondre, Frédéric, mais ça ne vous demande aucune connaissance en informatique parce que l'idée, ce n'est pas de faire de vous tous des informaticiens ou des spécialistes techniques. Bien, ce serait peut-être le rêve de Edouard, mais... Et donc c'est ça, c'est vraiment pas nécessaire, non, vous n'avez pas besoin. Si par contre vous avez le temps de faire certaines lectures avant de prendre le cours, ça peut toujours vous aider parce que ça vous permettra peut-être de poser des questions pendant un cours un peu plus spécifique, mais c'est tout. Ça fait pas de vous un informaticien du tout, là. On donne pas, c'est pas un cours de développement de code informatique, de programmation, de sélection de systèmes du tout. Oui, je dirais même en complément qu'avec cette formation, ce qu'on vise, c'est aider les gestionnaires, aider les professionnels, aider les travailleurs à comprendre le potentiel de l'intelligence artificielle, donc une compréhension d'affaires, si je puis dire, et à être des personnes qui, au sein de leur milieu de travail, vont pouvoir amener ces nouvelles idées, vont pouvoir aider les organisations à choisir quels sont ce qu'on appelle les cas d'usage ou en anglais, là, les business cases, ou quels sont les enjeux auxquels on va commencer à s'attaquer grâce à ces outils. Donc, en ça, on cherche plus à former des gens d'affaires. Peut-être vous ambitionnez d'être gestionnaire de projet, peut-être que vous voulez, au sein de votre département, être capable de présenter l'idée, puis être la bonne personne pour influencer vos collègues ou vos gestionnaires. Donc, on est vraiment dans une formation que j'appelle d'affaires, pas de préalable technique. On ne veut pas faire de vous des ingénieurs ou des informaticiens, mais vraiment des gestionnaires, des techniciens, des superviseurs avec une bonne vision du potentiel et des capacités à gérer le changement dans votre entreprise. Merci pour ta question et pour votre réponse. Alors, j'ai une dernière question de la part de Samir qui n'avait pas réussi à activer son micro, qui dit que sa question concernait plus le contenu du cours et spécialement ce que mentionne Edouard par rapport au Canva. Est-ce que c'est plus une analyse de processus métier dans la chaîne logistique ou bien est-ce que c'est des showcases déjà existants? Merci pour la question. C'est en fait les deux. C'est un outil où on explique chaque case, comment on la remplit. Et on va vous donner un exemple avec un Canva qui est déjà rempli pour vous familiariser avec les situations. Mais la meilleure pratique, c'est de l'utiliser. Donc, on va avoir une partie du cours où, après l'explication et après avoir donné l'exemple, de faire un travail individuel puis de partager avec l'équipe s'il n'y a pas de problème de confidentialité pour partager les connaissances entre nous. Ça va partir un des cours qu'on va avoir dans le curriculum. Super. Je pense que Frédéric, on peut passer à la présentation de la formation parce qu'à la suite, je n'ai que des questions concernant la formation. D'accord, tout à fait. Donc, on va passer à cette partie-là. Je remercie nos conférenciers et invités aujourd'hui. Si vous souhaitez rester avec nous, vous êtes bien entendu les bienvenus. Alors, en préambule, je vais laisser ma collègue Émilie Guérin
en quelques mots, présenter la formation, son contenu, ses objectifs et ses modalités, parce que peut-être que ça va permettre déjà à plusieurs personnes d'obtenir la réponse qu'ils cherchent. Et puis par la suite, on pourra prendre les questions spécifiques. Alors, Émilie, je t'invite à prendre le micro et puis à nous présenter donc notre nouvelle formation, cette certification collégiale en intelligence artificielle au service de la chaîne logistique. Oui, bien, merci beaucoup à Éric, Jérôme et Édouard d'avoir aussi bien échangé là, sur le thème de cette formation-là. Donc, je suis une collègue de Frédéric Biossa, je suis conseillère pédagogique à la formation continue au Cégep André-Laurendeau. Donc, on a créé, en fait, avec nos deux experts que vous avez rencontrés, cette certification collégiale-là. Tout d'abord, je vais juste vous expliquer rapidement qu'est-ce qu'une certification collégiale. Une certification collégiale, en fait, c'est un nouveau véhicule de formation qu'a développé les différents cégeps au Québec. Ça se veut des formations qui sont pratiques, innovantes, axées sur les réalités d'un secteur d'activité pour répondre à des besoins précis. Donc, c'est des formations qui sont non créditées, donc vous n'obtiendrez pas un crédit au niveau, par exemple, au niveau de votre formation, ça ne vous donnera pas des crédits de cours, mais ça, par contre, c'est des formations qui sont évaluées, ce qui vous permet en fait d'attester que vous avez acquis cette compétence-là. Donc, dans le cadre de notre formation, évidemment, ce qu'on veut, ce n'est pas de faire de vous des informaticiens qui allaient créer des nouveaux systèmes en intelligence artificielle, mais c'est vraiment de vous permettre de démystifier l'intelligence artificielle dans votre industrie, dans la chaîne logistique. Donc, évidemment, pour développer cette formation-là, on est allé chercher 2 experts de contenu qui vous ont été présentés tout à l'heure. Et on a divisé la formation un peu en 4 modules, donc logistique et chaîne d'approvisionnement, introduction aux technologies d'innovation et à l'IA, la gestion des données, et de savoir aussi comment identifier et qualifier des opportunités. Parce qu'évidemment, ce qu'on veut, c'est d'utiliser l'intelligence artificielle de la meilleure façon en choisissant les bons cas d'usage. Donc, la formation, c'est une formation qui est en ligne majoritairement. C'est 60 heures de formation. Les journées de formation sont les lundis et jeudis dans la majorité des cas, de 18h à 21h. La formation débutera le 7 octobre pour se terminer le 12 décembre. Donc, c'est une formation de courte durée et le coût est affiché là, à 465 $ plus taxes. Donc, l'idée, c'est vraiment de vous proposer, donc à ceux qui sont des professionnels de la logistique, ça peut être aussi des compléments. J'ai entendu des personnes qui étaient étudiants actuellement dans nos différents programmes de logistique ou qui voulaient poursuivre leur formation par la suite au HEC. Donc, c'est vraiment un complément pour vous perfectionner. Donc, ça peut être autant pour les étudiants que pour les professionnels en logistique. Et l'idée, c'est d'utiliser les capacités de l'IA pour trouver les meilleures solutions face aux multiples enjeux et opportunités qu'il y a dans ce secteur d'activité-là. Donc, rester concurrent à travers un marché international, avoir une approche peut-être plus axée au niveau du développement durable, etc. Donc, l'IA peut venir nous aider à être un outil, en fait, ou des outils de solutions innovantes.